Bonjour. Alors, bienvenue au 24e congrès des actuaires. Nous allons vous présenter un atelier qui s'intitule Transformation sociétale, phénomène démographique. Alors, tout d'abord, le plan. Nous allons faire une première partie sur la démographie prospective. Ensuite, le changement climatique, la pandémie frappant les actifs, un focus sur les PFAS, la gestion sanitaire néonatale et une synthèse. Alors, tout d'abord, nous allons nous présenter. Donc, E.ON travaille comme courtier de réassurance en assurance de personnes et notamment sur les engagements en cas de vie et en cas de décès. Et pour ce faire, nous utilisons donc des modèles centrés sur l'expérience, mais également des modèles plus prospectifs et plus extrêmes. Et c'est sur ce type de modèle que nous allons nous appuyer pour vous présenter cet atelier que nous allons co-animer avec Jacques Véron. Donc Jacques Véron est démographe. Il est directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques, donc l'INED, et il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont un ouvrage publié en 2024 qui s'appelle « La démographie de l'extrême, quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés ». Et il va s'appuyer sur ses travaux de recherche lors de l'écriture de cet ouvrage pour nous partager son avis sur l'impact des phénomènes démographiques extrêmes tels qu'imaginés dans certaines œuvres littéraires. Et dans une seconde partie, en fait, on va intervenir, et en particulier Anne-Laure, qui travaille chez E.ON depuis 16 années maintenant, au sein de l'équipe Réassurance Vie. Elle a un background mathématique, où elle a eu un diplôme de DESS en mathématiques à Paris Diderot, et elle est aussi actuaire, avec un focus, son mémoire était sur la dépendance. Et en particulier, elle est investie dans les différents travaux de l'Institut des actuaires et dans le groupe de travail sur l'arrêt de travail. Et Pierre Valade, qui a rejoint E.ON Ré en 2015, qui a 25 ans d'expérience en actuariat, qui est actuaire expert ERM accrédité CIRA. Oui, bonjour. Alors, je vais parler un peu de mes thèmes de recherche. Ce n'est pas pour les mettre en avant, c'est juste pour donner un peu de contenu à la démographie, parce que souvent on parle de la démographie, mais il y a beaucoup de dimensions. Et donc, je voudrais illustrer par mes centres d'intérêt. Je me suis intéressé beaucoup aux relations entre population, environnement et développement, avec toute la question des dynamiques démographiques, de la croissance économique et du changement environnemental, à l'échelle planétaire et aussi à l'échelle des pays en développement, avec toute la problématique population-environnement qui est derrière, au-delà des relations supposées mécaniques, on s'aperçoit qu'on est face à beaucoup de situations d'interaction et plus généralement, plus fondamentalement, la question du développement se pose. Quelles sont les dimensions éducation, santé, démocratie, etc. Et on le voit beaucoup aujourd'hui. Sur la question des migrations climatiques, toujours sur cette thématique, je me suis intéressé à la réalité. Sur les migrations climatiques, on dit beaucoup de choses, avec un discours très catastrophiste, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas énormément de migrations climatiques dans l'avenir, mais pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que les gens cherchent à rester chez eux au maximum. Et donc, cet attachement au lieu est à l'origine d'une résistance à la migration. Je me suis intéressé aussi à des catastrophes naturelles, des cyclones en Inde. Il y a eu en Inde de l'Est, en 1999, un cyclone. Et je trouve que c'était assez emblématique de la réflexion sur les catastrophes, parce que c'est une région qui est... Donc, c'est dans le golfe du Bengale. C'est une région très habituée aux cyclones. Et donc, quand on a annoncé un cyclone, les gens ne se sont pas alarmés plus que ça, puisqu'ils se disaient, nous, on voit des cyclones depuis tout le temps. Et ce cyclone a été particulièrement meurtrier. Il avait fait 10 000 morts sur vraiment un territoire assez restreint. Et depuis, il y a eu toute une réflexion et des mesures qui ont été prises pour améliorer le système d'alerte, pour modifier l'habitat, parce que c'était des maisons qui étaient en torchis. Et donc tout ça, je trouve que c'est intéressant par rapport à la réflexion aujourd'hui, c'est quelle est la marge de manœuvre par rapport à des catastrophes. Je reviens sur ce point, c'est qu'en démographie, quand on parle de démographie, on attend de la démographie un discours très mécaniste.
Et en fait, il y a bien une dimension mécaniste, et c'est ce qu'on appelle l'inertie démographique, mais il y a aussi la dimension aléa qui est très importante. Et donc, il faut jouer toujours entre les tendances lourdes et puis des modifications des tendances lourdes, des ruptures. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Je me suis intéressé aussi à la démographie générale, les questions de l'âge et des générations, entre autres, et des rapports entre générations, et ce qu'on appelle la modification des âges, c'est-à-dire qu'avec le progrès médical, entre autres, la perception qu'on peut avoir des âges se modifie, et aussi la perception des âges évolue en fonction de la structure par âge de la population. Être jeune dans une population jeune, ce n'est pas la même chose qu'être jeune dans une population âgée. Et donc, ces dynamiques sont intéressantes en termes de relations intergénérationnelles. Sur la problématique de la population mondiale, eh bien, évidemment, c'est la question des limites de la planète qui est en cause. Et donc, sur la question de l'histoire de la démographie, c'est intéressant, et alors ça nous rapproche plus directement des questions d'aujourd'hui. Je me suis intéressé au premier calcul d'espérance de vie, notamment de Huygens et de Leibniz, et c'est vraiment le moment où on a commencé à se dire on ne meurt pas par hasard. Enfin, l'idée qu'on ne mourait pas par hasard, elle est apparue en 1662 dans les observations de Ground. Mais donc l'idée que ce n'est pas parce qu'on a un tel ou tel comportement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas méritant qu'on meurt, mais c'est parce qu'on a un certain âge et que la probabilité de mourir évolue avec l'âge. Et donc il y a eu des calculs très intéressants, notamment de Lambert, du mathématicien Lambert, le père des coordonnées Lambert, sur une fonction de survie, donc déterminer une fonction de survie quantitativement. Et puis des questions de dynamique de la population sur les relations entre natalité, mortalité et structure par âge, qui sont très importantes quand on établit des perspectives de population, notamment Lotka, qui était un actuaire et un statisticien. Alors, je vais dire deux mots de l'ouvrage dont on a parlé, la démografiction. Comment la littérature en général et la fiction en particulier traitent des questions de population. C'était intéressant, j'ai fait ça avec un collègue, Jean-Marc Robasser, de voir comment les situations étaient poussées à l'extrême et qu'est-ce que ça pouvait nous poser comme question. Pour prendre un exemple simple, une nouvelle qui s'appelle L'examen fatal. En fait, c'est la question de la gestion des personnes âgées auxquelles on fait passer des examens tous les 5 ans pour être sûr qu'ils soient en bonne santé, en espérant avant tout qu'ils vont rater l'examen, parce qu'en fait, on veut se débarrasser d'eux. Donc il y a toute une réflexion sur le vieillissement de la population qui fait écho un peu aux questions d'aujourd'hui sur le suicide, la fin de vie. Et donc des questions qui se posent, il y a des ouvrages qui traitent de l'urbanisation, de la taille des villes, du monde saturé par les villes, de la dépopulation évidemment, de la disparition de l'espèce, notamment un auteur allemand, Günter Grass, qui s'appelle Des enfants par la tête. C'est un couple qui passe sa journée à se dire est-ce qu'on veut un enfant, est-ce qu'on n'en veut pas. Donc ils trouvent des arguments pour ne pas avoir d'enfant, puis après des arguments pour en avoir, et finalement ils n'en ont pas vraiment. Sur la question des migrations climatiques, je renvoie au raisin de la colère de Steinbeck, qui est une belle illustration de la problématique des migrations climatiques, qui est qu'on part de quelque part, mais on va a priori ailleurs, et dans l'ailleurs, on n'est pas forcément bien attendu et bienvenu. Et donc là, il y a toute une réflexion, et on l'a vu sur les îles océaniennes, quand les gens partaient en Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandais ou les Australiens n'étaient pas ravis de les voir arriver. Donc c'est une dimension à prendre en compte. Bon, je passe sur la question des migrations internationales qui est plus connue. Et celle des épidémies, alors avec la question de la densité de la population, qui est très importante, puisque dans les origines, quand une épidémie apparaît, en général, c'est dans des zones très denses, où il y a des rapports où l'élevage en particulier est très proche de l'habitat des gens. Et puis après, il y a la dynamique des transports qui fait que l'épidémie se répand. Alors, j'en viens à quelque chose de plus direct par rapport au sujet, qui est la question des projections de population. Donc, les projections de population, il y a 3 dimensions à une échelle nationale. C'est fécondité, natalité, santé, mortalité, enfin essentiellement mortalité, et migration. Sur la question de la fécondité, évidemment, c'est celle de l'évolution du désir d'enfant.
et celle du calendrier de la fécondité. On peut avoir des enfants, mais les avoir de plus en plus tard. Enfin, c'est ce qui s'observe aujourd'hui. Et donc, des écarts entre les générations qui se modifient. Et ça, c'est un élément aussi important dans la dynamique des sociétés. La question des effets des épidémies alors les épidémies ont un effet sur la fécondité, en général de retard. Enfin, dans le cas qu'on a observé avec le coronavirus, ça a retardé. Ça n'a pas réduit stricto sensu la fécondité, ça n'a pas été une cause de réduction, mais plutôt de délai. Et évidemment, un effet sur la mortalité, l'effet sur la mortalité qui est entre autres l'effet de moisson, c'est-à-dire que tous les plus fragiles meurent, et puis après, la mortalité ensuite est relativement plus faible qu'elle n'aurait été du fait que les plus fragiles sont morts. Et quand on fait des projections, mais il faut intégrer la question de l'effet des politiques de population. Est-ce qu'on peut agir? Autrefois, on essayait d'agir sur la natalité pour la faire baisser. Maintenant, on essaie d'agir dans les pays développés sur la natalité pour la faire augmenter. Ce n'est pas beaucoup plus probant dans un cas que dans l'autre. Sur la question de la mortalité, une des questions aujourd'hui importantes, dont on parle en tout cas, c'est celle de la mortalité infantile, puisque vous savez qu'en France, elle est supérieure aux autres pays européens. Après, ce sont des niveaux très très bas de mortalité infantile. On est à moins de 4 pour 1000. C'est une mortalité qui est essentiellement, majoritairement néonatale, c'est-à-dire avant les 28 jours. Et sur la question de la santé, quand on réfléchit à long terme, c'est l'évolution de la mortalité. Alors évidemment, il y a une évolution liée au vieillissement qui est relativement mécanique, puisque les gens vivant plus vieux, ils vont avoir certains types de maladies. Mais une grande question aujourd'hui, c'est celle de la relation avec l'environnement, et notamment en termes d'alimentation, pollution. Les projections, il y a... Du point de vue démographique, il y a 2 projections récentes. Il y a les projections de l'INSEE de 2021 à l'horizon 2070, donc ils sont arrêtés plus tôt, et des projections de l'INED de 2024. Ce qu'on voit, c'est que très rapidement, le sol naturel est annulé, et à terme, il devient négatif. Et donc, la dimension migratoire est essentielle. Je sais que vous n'avez délibérément pas pris en compte cette dimension parce que c'est totalement imprévisible, les migrations. Déjà, il y a une querelle sur les chiffres, combien il y a de gens qui rentrent chaque année, mais aussi, surtout, quelles sont les évolutions. On l'a vu en Allemagne quand il y a eu les réfugiés syriens. D'un seul coup, il y a eu 1 million de personnes qui sont venues. Donc, ça a modifié tous les équilibres par rapport aux évolutions naturelles. Et puis, je voudrais faire quelques rappels pour illustrer cette dialectique, si on peut dire, entre déterminisme et incertitude en démographie. Donc l'inertie, ce dont je parlais, versus la nouveauté, l'innovation, quelque chose qui n'était pas prévu. Pour ça, pour illustrer ce point, on peut revenir sur le baby-boom. C'était très intéressant les débats sur le baby-boom dans l'après-guerre, puisqu'on était parti sur l'idée, comme ça s'était produit après la guerre de 14, qu'en fait, il y avait une récupération des naissances après la guerre. Toutes les naissances qui avaient été différées étaient récupérées après la guerre, et donc la natalité augmentait. Et les experts, au moment du baby-boom, s'écharpaient sur la question de savoir si c'était juste une récupération ou si c'était un phénomène en soi. Et à la revoyure, si je peux dire, on s'aperçoit que c'était vraiment un phénomène en soi. Ce n'était pas simplement des récupérations des naissances qui avaient été ajournées, mais c'était une augmentation de la natalité, donc qui était totalement imprévue. Sur la question de la mortalité, on s'est habitué à l'idée que depuis le milieu du XXe siècle, l'espérance de vie augmentait à peu près de 3 mois par an. Mais maintenant, on voit un essoufflement et on ne sait pas trop ce qu'il va advenir. Sur la canicule de 2003, il y a eu 15 000 décès supplémentaires en France, concernant particulièrement les âges élevés. Mais à cet égard, il y a un effet d'apprentissage, c'est-à-dire que maintenant, vous savez, quand il y a des canicules qui sont annoncées, on dit aux gens, buvez, on va prendre des mesures. Sur le coronavirus, j'en ai parlé, retard de la fécondité, effet de moisson pour la mortalité. Sur environnement et santé, donc question de pollution, alimentation,
augmentation de certains cancers, en particulier le cancer du pancréas, et on ne sait pas pour l'instant à quoi l'attribuer. Donc il peut y avoir une baisse de la mortalité par cancer, mais augmentation, et puis il y a une précocité aussi des cancers. Et enfin, la question des drogues, puisque ce sont des questions qui sont évoquées. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 70 000 morts par overdose en 2017 aux États-Unis. Particulièrement touchés étaient les hommes de 20 à 60 ans, et là, le fentanyl a été très mis en cause. Et ces morts, c'était plus que mortalité par accident de la route en particulier. Donc voilà, ce sont juste des éléments un peu pour cadrer, mettre un peu en perspective que vous allez nous présenter. Merci, je vous remercie. Donc à partir de là, en fait, on a quand même ces éléments qui montrent que la démographie, avant tout, il y a des effets d'inertie, mais il y a des phénomènes qui peuvent déformer les évolutions attendues. Et donc en fait, à partir de ça, nous, ce qu'on a fait, c'est quelque chose de relativement simple. C'est que pour présenter quelque chose de graphique, on a fait un modèle on a pris la projection, la pyramide démographique début de 2025 selon l'INSEE. Et en fait, on a fait un modèle de projection. Donc on le projette entre 2025 et 2100, histoire d'avoir des phénomènes de tendance qui puissent se matérialiser dans le temps. Donc les hypothèses qu'on a prises pour projeter, on a fait du très simple. Chaque année, en fait, il y a des morts qui sont générées avec la table de mortalité TGH-TGF, qu'on a étendue jusqu'à des générations qui ne sont pas actuellement mises dans la table. Et on a pris les statistiques de fécondité de la plus récente étude de l'INSEE, et donc qui s'arrête plus ou moins 21-22, et où en fait on a déjà la baisse de fécondité qu'on a observée après Covid. Donc on est plutôt à du 1,6 par rapport à du 1,8 de ce qui était un peu avant Covid. Dernier point, et c'est ce qui a déjà aussi été évoqué par M. Véron, c'est qu'en fait, on n'a résolument pris aucune hypothèse migratoire, parce qu'en fait, pour nous, c'est un sujet qui relève du politique, et qui, en fait, on ne peut pas modéliser quelque chose qui ne se pilote pas sur des choses factualisables, un peu par des études pérennes. Donc, à partir de là, on a résolument mis aucune hypothèse de flux migratoire. Donc à partir de là, en fait, vous voyez avec l'animation qui tourne en boucle que la pyramide, en fait, quand elle se projette, elle a une phase d'abord d'accroissement et très très vite, comme ça a déjà été dit, en fait, on commence à passer en solde net démographique négatif, et donc en fait, on voit que la population française, qui peut se mesurer par la surface bleue affichée, tend à décroître. Si toute chose égale par ailleurs, vu qu'on n'a pas d'hypothèse migratoire, ça pourrait être compensé rien qu'en permettant à des gens de rentrer dans le modèle. Donc si on va dire ça, une fois qu'on a fait ce calcul central, qui est de couleur bleue, vous allez voir pourquoi, en fait, à partir de là... Donc à partir du scénario central, nous allons étudier plusieurs phénomènes qui vont impacter la mortalité sur plusieurs horizons de projection. Et les scénarios que nous avons modélisés sont les 4 suivants. Donc il va y avoir le changement climatique, il va y avoir la pandémie frappant les actifs et plus particulièrement la tranche d'âge 20-40 ans, les PFAS et la gestion sanitaire néonatale. Voilà. Donc, en fait, maintenant, on va vous présenter quand même relativement directement chacun des différents scénarios. Donc, d'abord, le changement climatique. Alors, le changement climatique, donc en quelques chiffres, en 2023, il y avait 373 millions de tonnes CO2 équivalent de gaz à effet de serre qui ont été émis sur le territoire français. L'empreinte carbone de la France est estimée à 644 millions de tonnes CO2 équivalent. Ça correspond à 9,4 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Donc si on considère l'accord de Paris et la limite haute qui était fixée, qui était de maximum de rester sous le seuil des 2%, l'objectif de maintien à long terme du réchauffement climatique semble impossible puisque depuis 2013, on a une augmentation de 1,5 degré. L'équilibre climatique est perturbé essentiellement par les émissions de gaz à effet de serre et les conclusions de la communauté scientifique, synthétisées par le GIEC, font désormais consensus sur le rôle des activités humaines dans ce changement.
Donc nous, dans cette partie, on va considérer 3 scénarios changement climatique, 2 scénarios long terme, donc les maladies vectorielles avec la propagation du moustique tigre. Le second scénario, c'est la pollution atmosphérique en milieu urbain. Et un scénario plus court-termiste, la canicule. Donc la canicule qui va notamment toucher les personnes plus fragiles, les personnes âgées. Ces 3 scénarios ont illustré l'exercice stress climatique de 2023 que l'ACPR a réalisé. Donc, il y a eu un premier exercice en 2020 qui a été enrichi en 2023. Et cet exercice a été quantifié et calibré par E.ON. Et je vais laisser Pierre nous en parler. Voilà, donc à partir de là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, vous voyez qu'il y a 2 pyramides qui sont projetées en même temps. Il y a le central et il y a le scénario stress de changement climatique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un scénario qui est très plus que pessimiste, qui est apocalyptique quasiment, d'un certain point de vue. Et donc, en fait, où on rajoute une mortalité tout genre, donc pour toutes les classes d'âge, tous les genres, additionnels de 45 bips. Et en fait, essentiellement, parce qu'en fait, on présuppose qu'il y aura des canicules à répétition et qu'en plus, il y aura aussi une surmortalité liée à des épisodes de chaleur dans le milieu urbain qui fait qu'en fait, les phénomènes de pollution génèrent des stress sur l'ensemble du système AVC. Et donc, à partir de là, en fait, les gens peuvent avoir des accidents cardiaques et une plus forte mortalité. C'est ce qui est en particulier observé historiquement par l'OMS Europe, et où en fait ils ont un outil qui permet notamment de modéliser et de stresser ça également. On a aussi rajouté une mortalité qui présuppose que le moustique tigre, l'Aedes albopictus, en fait, va finir de coloniser le territoire français. Actuellement, il est déjà répandu un peu partout le long des autoroutes, mais il n'a pas fini de coloniser l'ensemble du territoire français. En fait, avec ce changement climatique, en plus, les moustiques sont actifs plus longtemps dans l'année. Donc, si je devais le dire, il y a 20 ans, en fait, des moustiques tigres avaient une période de reproduction active entre 2 et 4 semaines. Et à partir de là, c'est au moment où ils sont en période reproductive que les femelles ont besoin de se nourrir de sang humain. Et donc, s'ils étaient porteurs de virus, ils peuvent être vecteurs et diffuser des pandémies. Actuellement et plus tard, avec le changement climatique qui continue à s'implémenter, ils ont des périodes de reproduction qu'on peut mesurer entre 3 et 6 mois. À partir de là, un nid de moustiques non seulement est actif pendant plus longtemps, mais plus de temps pour rattraper diverses pandémies et les diffuser. Donc, la mortalité qu'on a prise, elle est basée sur une pandémie de type dengue, mais ça pourrait être toute maladie qui se transmet par piqûre de moustique. Il y en a plusieurs. Le virus du Nil, le chikungunya, etc., etc. Et en fait, chacun, choisissez votre plaisir. Chacun peut avoir des conséquences plus ou moins létales. Donc en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le scénario qu'on fait qui est le plus pessimiste, et qui, toute chose égale par ailleurs, en fait, montre qu'il dénote une attrition forte de la population française si rien n'est fait. Donc là, toujours, en fait, on modélise que des phénomènes sans forcément modéliser de réaction ou d'apprentissage ou d'adaptation. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a une mortalité différentielle par âge ? Alors, en fait, là, pour l'instant, il y a une mortalité qui est... non, en fait, l'addition, on l'a fait toute classe d'âge. Voilà. Mais par contre, c'est une vision qui est calée sur la pyramide telle qu'elle est fin 22. Donc, en fait, on donne un taux au global à tout, mais qui est basé quand même sur l'âge actuel et de la population française. Donc, notamment, par exemple, sur les canicules. En fait, le taux est appliqué partout, mais en fait, il reflète une vision de la létalité des pandémies sur une pyramide française. Je ne sais pas si ça je suis clair. Non, c'est parce que je pensais à ça parce que c'est pas du tout le même cadre, mais par exemple, et c'est pas un changement lié au changement climatique, mais le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, il y a eu une mortalité très différentielle hommes-femmes et personnes âgées et jeunes. Donc, à certains égards, il peut y avoir des différenciations fortes, quoi. Tout
tout à fait. Et en fait, naturellement, c'est des phénomènes qui auront tendance normalement à frapper les plus fragiles, parce que tout simplement, en fait, l'environnement devient moins hospitalier. Donc ensuite. Donc on a considéré le scénario pandémie frappant les actifs. Alors, la tranche d'âge que l'on va considérer, c'est la tranche d'âge 20-40 ans. Pourquoi on a considéré ce scénario pour le côté assurantiel ? Puisque, en effet, les actifs correspondent à la part principale des assurés. Et si on regarde par le passé, la pandémie du XXe siècle, la Covid-19, a tué à peu près 168 000 personnes, et ça s'accompagne chaque année d'épidémies grippales, avec une moyenne de 10 000 décès par an. Donc là, la pandémie est bien un scénario envisageable. Tu veux reprendre ? Ouais, voilà, pour compléter, en fait, c'est qu'en fait, les pandémies, il y en a tous les ans. Donc la question, c'est quand on veut faire un scénario de pandémie, en fait, comment on va est-ce que c'est légitime ? Donc c'est légitime parce que tout simplement, en fait, oui, il y a tous les ans, il y a des grippes qui mutent et qui font une mortalité en moyenne de 10 000 personnes sur la population française. Mais en plus, on voit aussi qu'il y a des phénomènes, il y a d'autres pandémies qui surviennent, comme le Covid l'a été. Et quand il y a un nouveau virus qui arrive, en fait, de manière générale, les systèmes ne sont pas prévus, la charge n'est pas prévue et les organismes ne sont pas préparés. Et donc à partir de là, il y a une surmortalité. Mais en fait, on observe avec la Covid que les mutations ultérieures, en fait, sont de moins en moins létales en termes de nombre. Ce qui n'empêche pas des gens de mourir de ça. Mais au final, en fait, on a ce genre de choses. Et donc, ça veut dire que la pandémie est pleinement légitime. Après... Oui, juste un petit mot pour rappel. En 1968, il y a eu la grippe de Hong Kong qui est passée complètement sous silence. Personne, on l'a redécouverte rétrospectivement à la faveur du coronavirus. Et elle avait fait, je crois, 30 000 morts. Enfin, pas du tout négligeable. Donc la perception aux épidémies est différente aussi aujourd'hui. Et si on considère la grippe espagnole, qui est aussi s'est passée après la Première Guerre mondiale, c'est une grippe qui a notamment particulièrement impacté une classe d'âge jeune. Donc c'est un scénario envisageable. Voilà, et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a des mutations régulières. Donc nous, par notre modèle de pandémie, c'est essentiellement basé sur un modèle grippal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque année, il y a une souche de grippe qui domine dans les mutations. Et en fait, souvent, la clé protéinique, le HX avec un chiffre, H5, H3, H1 par exemple, en fait, peut varier d'une année à l'autre. Et notamment, il y en a qui sont plus susceptibles d'être dommageables pour des populations jeunes parce qu'elles n'ont encore jamais été exposées. Donc en fait, il y a celles qui mutent très régulièrement et qui sont souvent les H5. Et il y en a qui mutent de manière moins rapide. Et donc en fait, quand il y a une nouvelle, cette année, c'est l'année du H1 par exemple, en fait, les plus jeunes n'ont pas eu plusieurs années de pandémie pour que leur système immunitaire se prépare. Et donc, ça veut dire qu'eux vont être plus impactés cette année-là par cette pandémie. Et donc, à partir de là, si en plus la souche de l'année est un peu létale, et ben, ça va mener à un scénario. Donc là, le scénario qu'on a construit, en fait, c'est un scénario qui est calé sur la grippe espagnole, mais où en fait, on modélise qu'il arrive une fois tous les 20 ans. Donc ça veut dire que là, tout à coup, en fait, on n'est plus du tout dans un scénario aussi apocalyptique que le changement climatique. C'est juste qu'une fois tous les 20 ans, on a une mortalité additionnelle de 0,6% sur les 20-40 ans. Et en fait, c'est calé sur la grippe espagnole. Donc là, par rapport à ce que vous voyez, en fait, la zone orange rétrécit beaucoup moins par rapport à la zone bleue. Il n'empêche néanmoins qu'à la fin, ça représente quand même... Quand on s'amuse, si on s'amusait à compter, ça fait quand même un différentiel de un petit million et demi de personnes, de Français en moins, dans ce genre de scénario. Alors les PFAS. Donc les PFAS ont comme point commun d'être persistants dans l'environnement. On parle de polluants éternels. Les usages ont été très fortement restreints au niveau international depuis 2009 et 2020 et leurs impacts sont régulièrement mesurés. Alors, ce qu'il faut savoir sur les PFAS, c'est que leur dégradation dans l'environnement est très longue
Et leurs propriétés persistantes font qu'on a une exposition croissante aux PFAS. Et on va retrouver des PFAS dans les produits de la mer, dans la viande, dans les œufs, dans l'eau destinée à la consommation humaine. Et donc tous ces éléments sont des sources d'exposition. Alors pourquoi ces composants sont préoccupants pour la santé ? Les travaux scientifiques montrent que les PFAS peuvent avoir des effets délétères sur l'être humain, notamment avec une augmentation du taux de cholestérol, des cancers, des problèmes de fertilité, le développement du fœtus, etc. Et en 2023, le Centre international de recherche sur le cancer a classé PFOA et PFOS comme cancérigènes pour l'homme. Et donc, c'est le scénario qu'on a envisagé sur la prochaine slide. Exactement. Et donc, en fait, pour compléter tout ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vu que c'est des polluants éternels, les PFAS qui ont été diffusés dans la nature les X dernières années, 20, 30, 40, 50, en fait, ils sont partis pour rester et pour circuler dans les nappes phréatiques, dans les sols, dans les plantes, dans les animaux. Et à partir de là, on s'est basé sur une étude d'un journal de médecine italien, qui s'est basé sur l'Italie, en fait, et qui a fait une mesure des conséquences de la pollution au PFAS d'une région d'Italie, et le comparer avec une autre région. Donc on va être essentiellement en Italie du Nord, des deux côtés. Et ils ont fait une analyse démographique poussée sur la prévalence des cancers, toute classe d'âge, et aussi par toute classe d'âge et par classe d'âge, entre les deux zones, entre celle qui est fortement mesurée comme polluée au PFAS et celle qui est faiblement mesurée comme polluée au PFAS. Et en fait, la conclusion de l'étude, c'est ce qu'on a mis dans le modèle, c'est qu'en fait, ils observent que ça fait au global une surmortalité de 8% par rapport au baseline. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans la zone italienne fortement polluée au PFAS, ils observent, toute classe d'âge confondue, une surmortalité de 8%, essentiellement par des cancers additionnels. Donc là, en fait, sur le modèle, ça vous paraît peut-être pas explicite, mais en fait, c'est plutôt sur le bas. Parce que tout simplement, quand on majore les taux de mortalité, ça se voit sur les classes d'âge qui ont les taux de mortalité les plus élevés, donc les grands âges. Il n'empêche que ces phénomènes, en fait, non seulement reflètent un phénomène, une surmortalité, une tendance, et qui est partie pour durer, sauf si on arrivait à dépolluer l'ensemble de notre environnement, de ces particules. Mais en plus, ce phénomène, non seulement est pas forcément très impactant sur l'industrie assurance en tant que telle quand on le voit, parce que c'est des âges où les personnes sont peu couvertes par des produits d'assurance. Par contre, ça a quand même une vraie pression sur le système sanitaire. C'est-à-dire que globalement, soigner les cancers, avant de mourir, ça fait ça aussi une forte charge en termes de soins, de traitement, d'analyse médicale, etc., etc. Et donc en fait, on observe quand même que ce phénomène, tout à coup, est, tout en étant significatif, d'un point de vue purement actuariel, et pas forcément ce qui nous paraît le plus important. Oui, juste sur cette question, parce que je pense que c'est vraiment au cœur de beaucoup de choses, cette relation environnement-santé. Et on le voit par exemple dans le milieu agricole, l'utilisation des insecticides et à cet égard, il y a deux problèmes. C'est que c'est très vite un sujet polémique entre experts, et d'autant plus que les effets peuvent être très retardés. Donc, ce n'est pas une cause, un effet. Enfin, ça peut être une cause, un effet, mais l'effet sera 10 ans ou 20 ans plus tard. Donc, l'identification du responsable. Mais je pense qu'autour de cette problématique, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et on est loin d'avoir un consensus sur ces questions. Ce que je comprends, c'est-à-dire que notre étude, elle est rigolote, mais par contre, elle est encore critiquable à plein de niveaux sur les aspects factualisation complète de la surmortalité. Rigolote, je n'aurais pas utilisé le terme, mais... Le quatrième modèle, c'est la gestion sanitaire néonatale. Donc, quelques chiffres en France. Jacques Viron en a parlé tout à l'heure. Depuis 2015, la mortalité infantile en France est supérieure à la moyenne européenne et a connu une augmentation entre 2014 et 2017.
En 2021, 3,7 enfants de moins d'1 an sont décédés pour 1000 enfants nés et 74% de la mortalité infantile est néonatale, donc c'est-à-dire dans les 30 premiers jours. Alors pourquoi on constate une hausse de la mortalité néonatale ? Donc paradoxalement, elle peut être due au progrès de la médecine. Les enfants prématurés qui autrefois mouraient avant naissance, aujourd'hui sont comptabilisés en tant que naissance et décèdent quelques jours après la naissance. Donc ça, de facto, ça impacte le taux de décès. On a également une autre source de risque, la hausse de l'âge des femmes qui accouchent et qui ont parfois recours à l'assistance comme des FIV. Donc ça va conduire à des grossesses plus compliquées et qui potentiellement vont conduire à un décès rapidement après la naissance. Un troisième facteur de risque, c'est la précarité des femmes qui accouchent, notamment dans les dom-toms. On constate qu'il y a de plus en plus de femmes sans abri qui accouchent et qui n'ont pas d'assurance maladie. Et enfin, le dernier facteur de risque, c'est la santé. Alors, le surpoids, par exemple, et également la prise d'alcool ou le tabagisme, qui peuvent aussi avoir un effet important sur ces naissances sur ces décès prématurés. Alors là, par contre, mon contrepoint va être tout à fait court. C'est qu'en fait, quand on regarde ça, même si le phénomène est très important, notamment pour les personnes qui sont impactées par ce genre d'épisode, en fait, il n'empêche que cette mortalité reste tout à fait marginale et qu'en fait, quand on modélise, ça n'a à peu près aucun impact sur la pyramide démographique. Quand on a testé pour retirer cette surmortalité ou pas, en fait, il n'y a rien de majeur qui ressort de la modélisation. Oui, on est à un niveau très bas, donc ça, effectivement. Sachant que la mortalité infantile, autrefois, était la composante la plus forte de l'espérance de vie, enfin du niveau, l'expliquait très largement, et tous les progrès dans l'espérance de vie au siècle dernier, enfin, dans les années 1800, 1900, c'était lié à la baisse de la mortalité infantile. Mais maintenant, c'est la baisse de la mortalité aux âges élevés qui joue. Tout à fait. Donc, d'un point de vue synthétique, en fait, vous voyez qu'en fait, les différentes modélisations qui sont appliquées, en fait, quand on les voit à l'aune de 2100, en fait, font qu'il y a quand même des phénomènes qui sont d'ampleur différente et que, au final, celles qui touchent au changement climatique, tel qu'on l'a fait de manière assez très très sévère, en fait, est ce qui est le plus impactant. Il n'empêche que en fait, tous peuvent avoir quand même des effets marginaux qui peuvent être signifiants ou significatifs, notamment dès qu'on travaille sur les populations des gens qui sont assurés. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est des scénarios. Et ces scénarios, on ne les a pas construits pour qu'ils soient crédibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de probabilité. On a éventuellement essayé de mesurer une sorte de sévérité, d'un point de vue purement nombre de personnes qui vivent. Et donc, en fait, on est, en termes de théorie du risque, on est plutôt au niveau de l'incertitude. Donc, en fait, on essaye de mesurer une sensibilité dans l'ampleur du phénomène, sans forcément le probabiliser. Sachant qu'en plus, notre modèle, je continue à me fouetter d'orties fraîchement coupées, c'est un modèle qui a beaucoup de limites, parce que ne serait-ce qu'on n'a pris aucune hypothèse de migration, et qu'après, on a fait aussi pas de modélisation d'apprentissage ou de gestion du phénomène par les pouvoirs publics, les systèmes sanitaires, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, pour faire le lien avec l'introduction, et ça fait une sorte de figure de style circulaire, c'est qu'en fait, nos modélisations représentent de l'anticipation. C'est de la fiction basée sur de la science. Et donc à partir de là, en fait, ça nous paraissait important, parce qu'il n'empêche que ce genre de modélisation, ça permet de mieux comprendre et de faire comprendre que des phénomènes qui sont très complexes, toutes choses égales par ailleurs, tant qu'ils ne sont pas adressés, ils peuvent avoir des conséquences, et des conséquences qui vont s'incrémenter d'une année sur l'autre et passer de petits phénomènes à grosses conséquences et à grosse évolution et déformation de la démographie. Il n'empêche que tous les phénomènes dont on a parlé, c'est des phénomènes qui sont déjà identifiés,
comme étant potentiellement significatif. Et dans tous les cas, normalement, devrait avoir des impacts sur la pyramide et la démographie française. Voilà. Mais en sachant que naturellement, on n'est pas prédictif de quoi que ce soit. Donc naturellement, il y aura plein d'autres choses qui vont faire que ça s'expliquera de plein de manières différentes. Oui, moi je voudrais juste insister sur trois éléments. La distinction entre population et activité humaine. Parce que quand on dit population, on a l'idée que si on est 60 millions, on a tel impact sur tout. Mais c'est aussi médiatisé par les activités humaines, par le mode de vie et par le progrès technologique, médical et autres. Donc il y a déjà une relation qui est déjà beaucoup plus complexe. Et il faut bien savoir, quand on parle de population, est-ce qu'on parle du nombre absolu, de la proportion, de la densité ou de la façon dont les gens vivent. Le deuxième élément qui a été évoqué, là, c'est la question de l'importance des effets de sélection. Il en a été question à propos de la mortalité néonatale. Et c'est vrai sur les questions de mortalité. La mortalité aux grands âges, il y a des effets de sélection de plus en plus importants. Plus les personnes vivent vieilles, plus elles ont des chances de vivre encore plus vieilles. Et le troisième élément, c'est que au sein d'une population, il y a des sous-populations qui sont exposées très différemment. J'ai évoqué le cas des agriculteurs avec les insecticides et autres. On peut parler de celui de ceux qui utilisent ont recours à des stupéfiants, comme ça a été j'évoquais à propos des États-Unis. Donc tout le monde n'est pas forcément dans la même situation par rapport à quelque chose, et par rapport au changement climatique, enfin, par rapport aux événements, enfin aux phénomènes dont il a été question. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Je parle pas de l'âge, je parle du fait qu'on vit à un endroit donné où oui. Voilà. Pareillement sur le changement climatique, en fait, quand on parle du phénomène des canicules, en fait, en première instance, on se dit oui, le grand âge, c'est ceux qui en souffrent le plus, mais ce qui est aussi dommageable sur le moyen terme, c'est toutes les populations plutôt défavorisées qui ont des emplois dehors. Et donc, en fait, ceux qui vont travailler à l'air libre et dans les phases de canicule de plus en plus nombreuses et longues, en fait, où ça use le corps. Et on sait que l'impact de mortalité, c'est plus déterminé par l'écart de température que l'organisme subit sur une année que sur le niveau de température dans l'absolu. Et donc en fait, si ces populations ont des corps qui vont être usés par des alternances de périodes à 40 degrés et de périodes à 10, 15, 5 degrés. Oui, c'est question des inégalités. Voilà. Donc est-ce que, vu qu'il nous reste quelques minutes, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, et aussi à la fin, on va afficher un QR code qui va vous permettre d'évaluer le truc. Mais gentil. Bonjour et merci pour cette présentation. Je trouve ça intéressant, notamment sur le sujet des climatiques. Déjà, je voudrais savoir, quel est, selon le scénario de base, quelle est la population qu'on atteindrait, ou la baisse de population qu'on atteindrait en 2100, sans même changement climatique, soit que ce soit la part bleue? Pouce, je regarde et à la fin tu viens me voir et il n'y a pas de souci. Le truc. Mais pour moi, donc en fait, la deuxième question, c'était la même chose avec le scénario climatique extrême. C'est ça, c'est en termes de nombre, j'aurais bien aimé voir l'ordre de grandeur, on est à moins 15, moins 20% en centrale. En centrale, sans changement climatique, Voilà. soit que ce soit. Ok. Et le changement climatique, c'est bien plus important. C'est drastique, ça se voyait. Exactement. Ok. Merci. Bonjour, il y a un rapport du gouvernement qui est sorti sur l'adaptation au réchauffement climatique à horizon 2050. Est-ce que vous l'avez lu? Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est susceptible d'avoir une influence sur les projections que vous avez présentées? Alors, la réponse est oui et oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, oui, c'est un rapport qui donne des préconisations d'adaptation, mais qui, en fait, pour l'instant, c'est tout le truc qu'on ne modélise pas, volontairement, qui correspond au processus d'apprentissage. Et donc, en fait, de comment, quelque part, les pouvoirs publics vont saisir et traiter la chose. Le but étant, donc, notre modèle, en fait, modéliser ça, en fait, ça rendait les choses très complexes et peu explicables dans un atelier de 45 minutes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est avant tout montrer que les phénomènes seront majeurs, qu'on s'adapte ou qu'on ne s'adapte pas, en fait. Parce que les adaptations ne seront qu'un palliatif, donc en fait, vont pas
arrêter 100% du phénomène dans ses impacts. Et que par contre, en fait, oui, tout à fait, ça reste des phénomènes qui devraient être majeurs et dont il faut avoir conscience pour essayer de peser à tous les niveaux sur le système pour que lui-même mette en place des phénomènes compensatoires, des mesures correctrices dans les plus larges mesures. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question sur le bas de la pyramide. Ça fait une encoche en scénario central dès qu'on commence à le faire dérouler. Là, on prend vraiment la toute première tranche d'âge. Quand on commence à stimuler, on voit que ça fait vraiment une encoche, c'est-à-dire qu'on projette pour l'année prochaine beaucoup plus de naissances que cette année, si je comprends bien. Ouais, c'est le passage de la pyramide telle qu'elle est mesurée par l'INSEE. À un taux de fécondité qui est appliqué aux classes d'âge de fécondité. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'INSEE, quand elle mesure, il y a un biais dans l'étude qui ressort, où en fait, elle suppose que c'est les femmes entre 18 et 50 ans qui vont avoir des enfants avec un certain indice de fécondité. Et en fait, dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça. Et encore dire, ce qui ressort de l'INSEE ne reflète pas exactement ce qui se passe sur les années récentes. C'est plutôt une sorte un phénomène plus long que dans la tendance. Donc il y a un décalage qui se matérialise tout de suite. Il y a l'effet d'écho, de toute façon, des femmes. Quand les femmes ont un groupe d'âge des enfants, si c'était un groupe d'âge qui était encore assez important, même si la fécondité est basse, ça va faire de la natalité une natalité relativement importante. Ça donne ça. Là, l'étude, vous l'avez réalisée donc à une maille globale, donc nationale. Si on prenait une maille plus fine, donc avec des sous-ensembles de modélisation géographique, on aurait des impacts aussi différenciés. Donc, dans quelle mesure on aurait des résultats qui changent significativement par rapport au cadre général qu'on a là? Parce que notamment sur le climatique, on aurait des effets différents, etc. Alors, sur le climatique, en fait, c'est une très bonne question. En fait, il y aurait naturellement, oui, il y aurait des phénomènes qui seraient significativement, voire très significativement différents. Ne serait-ce que, alors je vais donner deux, trois sujets. C'est-à-dire que la pollution, c'est essentiellement au milieu urbain. Donc si on est sur une zone géographique qui est très urbanisée, en fait, l'effet pollution sera plus important par rapport à un territoire plus large, avec une moindre densité d'habitation. La pollution atmosphérique. Parce que la pollution des sols en milieu rural, tout à fait, c'est une vraie question. C'est vrai. Après, au niveau de la pandémie par moustique, en fait, si on est plutôt sur le sud de la France, ou la Corse ou la Réunion, en fait, la mortalité a déjà l'essentiel du phénomène dans ces statistiques récentes. Donc à partir de là, l'effet sera moindre. Alors que si on est, je dirais, en Bretagne, je m'excuse, là, il y a probablement un effet qui est plus important que la moyenne nationale. Et après, au niveau des vagues de chaleur, en fait, pareil. C'est quand on est au bord de la mer. J'ai pas le mot qui fasse savant pour le dire comme ça, mais quand on est au bord de la mer, en fait, en général, l'effet amortisseur météo de l'océan fait que c'est moins violent. Aussi. Oui, alors après, sur ces questions environnementales, en l'état actuel des choses, je pense que la morbidité est beaucoup plus sensible. La difficulté dans ce domaine, c'est qu'il y a des phénomènes qui sont réels, mais qui ne se traduisent pas par de la mortalité, et Dieu soit loué d'ailleurs, mais qui peuvent avoir des effets sur la morbidité. La morbidité, elle se voit beaucoup moins bien, et elle se mesure beaucoup moins bien. Voilà. Et en sachant qu'en plus, il y a aussi un autre effet, c'est que globalement, quand on a vraiment un gros choc, en fait, il faut aussi que le système puisse absorber le choc. Sinon, en fait, il y a un sous-traitement ou une dégradation de la qualité de comment sont adressés, puisque les urgences sont engorgées. À ce moment-là, je vais vous laisser continuer ce congrès, et je vous remercie encore. Merci.